Afin de comprendre et éventuellement d'anticiper une récession, nous suivons beaucoup d'indicateurs comme le taux de chômage, l'inflation ou encore la croissance du PIB d'un pays. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, il existe des signaux beaucoup plus fiables et qui ont pu prédire en avance les 7 dernières récessions. La plupart de ces signaux sont dans le rouge. Aujourd'hui, nous allons suivre la direction d'un vieil adage de la finance qui dit « Ne suivez pas les paroles, mais suivez l'argent ». Et où est-ce que va l'argent? L'argent dans l'économie, il va dans les banques. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la seconde plus grande banque américaine qui est Bank of America parce que depuis le début de l'année 2024, elle commence à montrer de sérieux signes de faiblesse. D'ailleurs, les décisions prises par les directeurs de cette entreprise montrent que nous nous dirigeons tout droit vers une récession. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler 5 éléments qui vont te montrer que nous avons de grandes chances d'arriver sur une récession d'ici très peu de temps. Et comme d'habitude, je ne vais pas uniquement présenter des problèmes pour faire peur, mais je vais aussi te proposer des solutions que tu peux mettre en place dès maintenant pour améliorer ton épargne, protéger ton argent et surtout que cette récession ne t'affecte pas trop. Le premier signe qui annonce une récession à venir est l'inversion de la courbe des taux. Aux États-Unis, on appelle ça l'inversion du yield curve. Pour que tu comprennes assez simplement, l'inversion de la courbe des taux, ça veut dire que les taux à court terme, donc taux à court terme, c'est sur 1 an ou 2 ans, proposent des intérêts plus élevés que des taux qui sont à 10 ans. En général, plus on investit sur du long terme, plus c'est risqué, donc plus c'est censé être rémunérateur. Sauf qu'en ce moment, aux États-Unis, tu vas gagner plus à avoir une obligation avec une durée de vie de 1 an ou 2 ans, plutôt qu'avoir une obligation d'une durée de vie de 10 ou 30 ans. Par exemple, une obligation américaine à 3 mois d'échéance va t'offrir à peu près 5,2% de rendement, à 1 an 4,8% de rendement, et si tu vas sur une obligation à 10 ans, alors tu auras seulement 4,2% de rendement. Ce qui est intéressant avec cette courbe des taux, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une inversion, c'est-à-dire que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme, ça a fini par une récession. Et en ce moment, on est en plein dans cette yield curve inversion, donc cette inversion de la courbe des taux. Et en général, les graphiques montrent que c'est quand la courbe des taux va revenir normale, donc c'est-à-dire qu'elle va repasser dans le positif, que les taux à long terme seront plus élevés que les taux à court terme. C'est souvent à ce moment-là qu'on commence à avoir une récession qui pointe le bout de son nez. Le second élément qui va dans le sens d'une récession se trouve, lui, dans les bilans comptables des banques. Et plus particulièrement celui de Bank of America, le second plus gros prêteur aux États-Unis. Si tu ouvres le compte de résultats et les bilans comptables de Bank of America, il y a une chose qui va être frappante, c'est qu'ils ont augmenté leur provision pour défaut de paiement. Cela signifie qu'ils mettent plus d'argent de côté au cas où leurs clients ne leur payent pas les intérêts et les prêts qu'ils doivent rembourser, et donc ils vont mettre une certaine sécurité pour ça afin que la banque ne s'effondre pas. Alors en général, quand une banque va augmenter ses provisions pour défaut de paiement, ça peut signifier deux choses. La première, c'est que la qualité des emprunteurs est en train de diminuer. C'est-à-dire que la note qu'ils vont donner aux personnes qui vont emprunter de l'argent, elle va baisser, donc ils vont se dire ok, on a plus de chances de ne pas être payé en retour ou que ça prenne du temps. Donc on va mettre de l'argent de côté, on va sécuriser de l'argent pour être sûr de ne pas faire faillite s'ils font défaut de paiement. La deuxième chose que ça peut vouloir dire, c'est tout simplement qu'ils anticipent une récession économique, que l'économie va aller moins bien. Et vu que l'économie va aller moins bien, il y aura moins de business à faire, les gens auront plus de mal à rembourser leurs prêts et ça risque de faire mal. Donc c'est pour ça que Bank of America a augmenté ses provisions pour défaut de paiement sur les crédits qu'elle accorde. Donc en plus de cette augmentation des provisions pour défaut de paiement, on peut se rendre compte que Bank of America, entre le trimestre de l'année dernière et ce trimestre actuel, eh bien, ils ont baissé le nombre de prêts qu'ils ont fait. Donc ça veut dire que s'ils ont baissé le nombre de prêts et qu'ils ont augmenté leurs provisions, ça veut dire que visiblement la qualité des prêts qu'ils ont fait, ils n'ont pas vraiment grande confiance dans la capacité que les personnes vont avoir à rembourser. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui vient dire que ça risque d'aller mal dans les années qui viennent. Le troisième élément est toujours lui dans les bilans comptables de Bank of America, eh bien, c'est qu'ils ont augmenté leurs crédits à court terme. Alors, augmenter les crédits à court terme, ça veut dire qu'ils ont contracté de la dette à court terme. On peut le regarder en ce moment, les obligations pour Bank of America sont à des taux qui sont quand même assez élevés et Bank of America a emprunté beaucoup d'argent à court terme. Mais le truc, c'est que malgré ces emprunts qu'ils ont fait à court terme, on n'a pas beaucoup plus de cash et cash équivalent qui est disponible. Où est-ce que cet argent va? Visiblement, il va dans ses provisions au prêt. Il va probablement aussi dans des investissements qu'ils vont faire à court terme, mais il faudrait pas
qu'il y ait un effondrement obligataire ou qu'il y ait un problème avec ça, parce que faut pas oublier qu'en ce moment, les taux sont relativement élevés. Ça veut dire que pourquoi emprunter autant d'argent à court terme quand on a des taux aussi élevés et qu'on a un yield curve en plus de ça qui est inversé? C'est en général qu'on veut avoir des liquidités pour se protéger, pour se couvrir. Donc il faut faire bien attention à ça. Alors ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que Bank of America, ce n'est pas un cas isolé. On pourrait se dire, ok, c'est juste l'entreprise qui est mal gérée et ça va mal juste pour eux, ils savent pas bien gérer. Non, JP Morgan et Wells Fargo, alors bien qu'ils soient quand même, pas se mentir, dans une meilleure situation que Bank of America, eh bien ils augmentent aussi leurs provisions, surtout JP Morgan, pour défaut de paiement. Et ça, quand on compare au dernier trimestre, enfin au même trimestre de l'année dernière, ben, JP Morgan, avec ce trimestre-là, a augmenté ses provisions pour défaut de paiement. Donc ça, c'est pas terrible. Et si on regarde également des banques régionales, il y a beaucoup de banques régionales qui ont fait la même procédure, qui ont suivi le même schéma. La quatrième raison qui me fait penser que ça risque de péter et d'aller mal, ce sont tout simplement les transactions de Warren Buffett. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site dataroma.com pour voir toutes les transactions faites par les super investors et notamment celle de Warren Buffett. Vous vous rappelez quand même que Warren Buffett, il a plus de 70-80 ans d'expérience sur les marchés financiers, un track record énorme. Et Warren Buffett, depuis quelques trimestres, il ne cesse de vendre des actions. Il va surtout se positionner à la vente, c'est-à-dire se débarrasser de ses titres. Et il s'est débarrassé pour 1,5 milliard de dollars de ses titres de Bank of America, qui était quand même une des plus grosses positions dans son portefeuille avec un peu plus de 10%. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes dans la mesure où c'est pas parce qu'il vend qu'il estime que tout va chuter, mais pourquoi s'assoit-il sur autant de cash? Quelles sont les raisons de ça? Pourquoi il ne déploie pas son argent, lui qui dit qu'il faut toujours être investi? C'est visiblement qu'il estime que le cash, c'est peut-être pas une mauvaise solution en ce moment. La cinquième et dernière indication qui pourrait penser qu'une récession va arriver se trouve dans les entreprises UPS et FedEx. Si vous ne connaissez pas ces deux entreprises, ce sont à l'heure actuelle les leaders mondiaux dans la livraison. C'est-à-dire que quand vous recevez des produits, quand vous commandez sur Internet ou que vous voulez envoyer par coursier privé, en général c'est UPS ou alors FedEx qui vont s'occuper de la livraison, du transport, de la livraison, etc. Ce qui me fait penser que ça pourrait aller mal, c'est que ces deux entreprises connaissent un ralentissement et une légère chute de leur chiffre d'affaires depuis 1 à 2 ans. Alors vous allez peut-être me dire, mais Guillaume, en quoi ces deux entreprises, le fait qu'elles aient moins de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on va avoir une récession? Si ces entreprises sont des entreprises de livraison, c'est potentiellement qu'il y a beaucoup moins de personnes qui veulent faire livrer des choses. C'est-à-dire que beaucoup moins de personnes commandent sur Internet, achètent, il y a moins de produits qui sont consommés. Alors on peut se dire peut-être c'est parce que les gens achètent en gros, donc on va avoir moins de transport, mais en réalité, c'est qu'il y a potentiellement moins de produits qui sont commandés. Donc qui dit moins de produits commandés, dit moins de livraison, qui dit moins de livraison, une baisse du chiffre d'affaires. Si ça avait été une baisse des bénéfices nets, on aurait pu se dire ok, c'est peut-être des investissements qu'ils ont fait, une gestion qui a été différente ou des problèmes de gestion ou d'investissement. Mais là, c'est directement le chiffre d'affaires qui baisse. Quand un chiffre d'affaires baisse, ça veut tout simplement dire qu'on fait moins de ventes ou alors que on vend peut-être autant mais moins cher. Et quand on vend moins cher, c'est soit qu'on a une compétition qui est rude et si on vend moins, eh bien c'est potentiellement que soit le marché est en train de baisser, soit notre entreprise n'est plus compétitive. Et donc aujourd'hui, on peut voir que deux des grands leaders du domaine de la livraison ont un chiffre d'affaires qui baisse et en général, c'est pas très bon signe. Alors maintenant que nous venons de voir pourquoi on risque d'avoir une récession, comment vous de votre côté, vous pouvez vous protéger depuis chez vous, protéger votre épargne, protéger vos investissements? Est-ce qu'il faut revendre vos actions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la première chose, c'est que je vais plutôt vous parler de ce que moi je fais. Personnellement, je ne revends pas mes actions. J'essaie de conserver, on va dire, tous mes titres et de continuer à acheter tous les mois. On ne peut pas savoir si oui ou non il va y avoir une récession. Alors on a des signes qui montrent qu'on va avoir une récession, mais personne n'en est sûr à 100%. Et pire encore, personne ne sait exactement quand elle va arriver. Parce que peut-être qu'on aura une récession alors que les marchés auront pris déjà plus de 100%. Si les marchés font plus de 100%, que ton action passe de 10 $ à 1000 $ et qu'ensuite elle passe de 1000 $ à 500 $, c'était toujours une bonne idée d'avoir investi quand l'action était à 10 $. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on ne sait pas l'ampleur de la récession, on ne sait pas quel sera l'impact sur les marchés financiers et surtout on ne sait pas ce qui se passera avant. Parce que, encore une fois, si les marchés augmentent énormément avant d'avoir ce crack, même s'il y a un crack de 50%, ça vaut peut-être le coup d'avoir déjà investi. Donc l'idée ici, peut-être, si tu as une grosse pile de cash de ton côté, non, l'envoie pas toute directement sur les marchés financiers, investis progressivement, un petit peu tous les mois. Comme ça, tu as du cash qui va tourner grâce aux intérêts que te proposent les comptes à terme. Et en plus de ça, tu commences à l'investir. Ce qu'il faut surtout faire ici, c'est d'investir à long terme. N'essaie pas de timer le marché, de te dire, ah bah tiens, j'investis maintenant et je revendrai avant que ça s'écrase, ou j'investis maintenant parce que je trouve que c'est bas et je revendrai quand c'est haut. Personne ne peut savoir quand ce sera trop haut, quand ce sera trop bas. Donc l'idée ici, c'est d'entrer régulièrement sur des entreprises de qualité qui sont sous-évaluées. Ok? N'essaie pas d'entrer sur une entreprise qui a un momentum exceptionnel et qui va à la hausse et qui est en train de tout exploser si elle est surévaluée. Vise des entreprises sous-évaluées, qui ont une bonne qualité et surtout qui sont des entreprises qui sont essentielles, qui ne sont pas vouées à disparaître, qui ne sont pas en train de vendre des produits qui sont en train de mourir. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la
lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et dis-moi en commentaire de ce que tu penses de ces indicateurs de récession. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, oui, effectivement, peut prédire une récession ou pas? Est-ce que toi, tu as d'autres indicateurs que tu utilises pour savoir si une récession va arriver et comment toi, tu t'y prends pour protéger ton argent? Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!